Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Morgane Bess, chargée de mission bâtiment durable au sein de l'association Ecopolis. Nous sommes ravis de vous avoir en ligne ce matin pour cet événement dédié à la rénovation énergétique performante, événement que nous avons organisé avec l'agence Qualité Construction, Enviropat Occitanie et le pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. À noter également que cet événement est partenaire du MOOC Rénovation Performante co-organisé par l'Arcane et l'ASDR. Nous allons vous partager ce matin 12 enseignements sur l'isolation thermique de l'enveloppe répartis en 3 temps et thématiques. Donc on commencera par les rampants, puis les parois verticales et on terminera par les planchers bas. On devrait clôturer la matinée aux alentours de midi et demi. Donc, quelques points techniques pour assurer une bonne qualité d'écoute et de concentration. Merci de bien veiller à couper votre micro et votre caméra tout au long de la matinée. Par contre, n'hésitez pas à écrire vos questions ou remarques en cliquant sur le bouton Converser en bas de votre écran. On y répondra par écrit ou alors lors des temps d'échange qu'on a prévus dans le déroulé de la matinée. Et enfin, merci de bien vouloir vous renommer avec votre prénom, nom et structure. Ça permettra de vous identifier, mais aussi ça facilitera les échanges. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement l'association Ecopolis, qui est le centre de ressources pour l'aménagement et la construction durable sur le territoire francilien. Notre mission, c'est de contribuer au développement soutenable de notre société en accompagnant l'évolution des pratiques des professionnels de ce secteur. Donc, on est une association de loi 1901 composée d'une équipe pluridisciplinaire de 10 salariés dont je fais partie. Elle est soutenue par ses adhérents et un réseau de partenaires. Donc, on peut notamment citer les services déconcentrés de l'État, le Conseil régional de l'Ordre des architectes et les CLUE d'Île-de-France. Nous avons 4 axes de travail pour accomplir notre mission. Donc, on propose différents types de contenus afin d'informer, former et animer notre réseau, comme par exemple des publications, des visites d'opération, des cycles de formation et des événements comme celui de ce matin. Et on propose également la démarche Bâtiment durable francilien, qui est un dispositif d'accompagnement, d'évaluation et d'apprentissage destiné aux opérations de construction et de réhabilitation sur le territoire francilien. À noter qu'on est en train de développer la démarche QDF, qui est donc le pendant de BDF, mais plutôt à l'échelle du quartier. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site ecopolis.fr et je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre newsletter pour rester informé justement de nos différentes actualités. Ecopolis fait partie du réseau Bâtiment durable, réseau qui est animé par l'ADEME et le plan Bâtiment durable. Ce réseau regroupe 24 centres de ressources et clusters régionaux et interrégionaux. Enviropat Occitanie et le pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui sont donc partenaires de cet événement et présents aujourd'hui, font également partie de ce réseau. Et donc, pour resituer rapidement le contexte de cet événement, donc, en 2019, 10 centres de ressources du réseau Bâtiment durable ont été mobilisés aux côtés de l'agence Qualité Construction pour participer au projet REX Rénovation du programme Profil. Donc aujourd'hui, avec Enviropat Occitanie et le pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, on vous propose une restitution à 3 voies de notre travail, car on a tous les 3 travaillé sur des thématiques liées à l'isolation de l'enveloppe dans des projets de rénovation. Je vais justement à tour de rôle donc, demander à chaque intervenant d'ouvrir son micro afin qu'il ou elle puisse se présenter et vous saluer. Donc on commence par Pauline. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Lefort, en charge notamment des enquêtes de retour d'expérience pour l'agence Qualité Construction au sein d'Envirobat Occitanie, qui est donc le centre de ressources et le réseau d'acteurs pour les questions d'aménagement et de construction durable en Occitanie. Ensuite, on a Frédéric. Bonjour à tous, oui, je suis Frédéric Moub, donc pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté.
Le pôle énergie a pour mission de mobiliser les professionnels du bâtiment sur les enjeux de la transition énergétique et écologique. Voilà, et je suis chargé de mission dans ce centre de ressources régionales. Ensuite, Samuel Dossé. Oui, bonjour, donc Samuel Dossé, je suis responsable technique pour le dispositif REX bâtiment performant de la QC et donc en charge de l'accompagnement des enquêteurs et puis du suivi des productions. Donc, Pauline, Frédéric et moi-même avons chacun été épaulés au cours de cette mission par des contributeurs experts de nos thématiques pour réaliser le travail d'enquête et d'analyse. Donc, mes deux contributeurs sont présents ce jour et pourront faire part de leur propre retour d'expérience lors des temps d'échange. Donc, il y a Jacques. Oui, bonjour, Jacques Lebar, donc bureau d'études Enéide à Toulouse. Donc spécialisé dans tout ce qui est bâtiment très performant et rénovation de l'habitat ancien et formateur dans tous ces domaines-là. Voilà. Et enfin Samuel. Bonjour, Samuel Courget. Donc je suis intervenu effectivement comme expert sur ce projet-là, sur les rampants. Je travaille sous statut associatif, une association de professionnels qui a pour objet de faire de la veille technique et de travailler sur la qualité dans les approches environnementales. Je mets l'adresse de l'association, du site de l'association dans le chat. Merci. Merci à vous. Et donc, je redonne maintenant la parole à Samuel Dossé qui va vous présenter l'AQC et le contexte du projet REX Rénovation. Ouais, merci Morgane. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, l'AQC, l'Agence Qualité Construction, c'est une association loi 1901 qui a pour mission la prévention des désordres et l'amélioration de la qualité dans la construction. L'AQC regroupe 49 organismes de la filière bâtiment autour de 3 commissions. L'observation, la prévention produits mise en œuvre, qui est la C2P, et la commission prévention construction, la CPC. L'AQC assure également le secrétariat technique des grands programmes comme FIBAT, PACT ou encore Profil actuellement. Les enseignements qui vont vous être présentés aujourd'hui sont issus de retours d'expérience menés dans le cadre et avec la méthodologie du dispositif REX bâtiment performant, qui est un des observatoires de l'AQC, donc c'est celui qui est lié aux risques émergents. Ce dispositif REX bâtiment performant, il a mis à l'honneur uniquement la rénovation sur la campagne de visite 2020-2021 et il a été financé par le programme Profil. Donc, sur la slide d'après, le programme Profil, c'est le programme de la filière pour l'innovation en faveur des économies d'énergie. Donc, vous trouvez aussi le lien dans le chat. Autrement dit, c'est un programme qui regroupe 9 projets pour faciliter et fiabiliser la rénovation énergétique des bâtiments existants. Et donc, le projet REX Rénovation est un de ces 9 projets. Donc, vous pouvez retrouver les 9 projets via le site du programme Profil. Concernant le dispositif REX bâtiment performant, donc un dispositif qu'on a mis à disposition pour ce projet REX Réno dans Profil. Donc, c'est un dispositif de retour d'expérience qui est basé sur la collecte sur le terrain réalisée par nos enquêteurs, donc, comme Morgane, Pauline, Frédéric qui sont présents aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 10 enquêteurs sur le territoire qui mènent ces retours d'expérience. Donc, concrètement, ils réalisent des visites de bâtiments performants. Donc, on s'appuie sur les centres de ressources puisqu'ils ont une bonne connaissance de leur territoire et pour la sélection des projets, c'est plus simple. Donc, ils rencontrent les acteurs ayant participé à leur conception et à la réalisation, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études et entreprises. Toutes ces données sont ensuite collectées dans une base de données. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Puis ensuite vient une étape d'analyse selon les critères que l'on souhaite étudier. Donc, par exemple, l'isolation de l'enveloppe pour aujourd'hui. Donc, ces critères qu'on souhaite étudier, on va faire une extraction ad hoc de la base de données pour voir un petit peu ce qu'on a relevé comme non-qualité et comme bonne pratique. Et donc, pour cette étape d'analyse, comme l'a dit Morgane, on fait appel toujours à des contributeurs, des experts de la thématique pour avoir un encadrement et avoir des points de vue différents. Donc, cette contribution elle nous permet d'analyser finement les constats qui ont été observés, d'échanger sur la priorisation des enseignements et puis d'échanger des points de vue, ce que je viens de dire. L'idée, c'est une partie des rapports qui sont fournis, ce qui va être présenté aujourd'hui, c'est de ne pas être exhaustif, mais vraiment de partir des constats du terrain pour accentuer nos messages sur les non-qualités qu'on a vues sur le terrain. Pour les enseignements des thématiques abordées, nous avons été accompagnés donc, par Samuel et Jacques pour la partie isolation des rampants. Je cite rapidement aussi pour les 2 autres rapports, Jean-Marie Ménard et Francis Bénichou pour l'isolation par l'extérieur et Clément Castel et Gilles Française pour l'isolation des planchers bas.
Donc ça, c'est la partie analyse. Et puis ensuite vient le temps de la valorisation de ces enseignements. Donc ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait aussi via les webconférences du REX Bâtiment Performant. Donc c'est de délivrer les messages qui ont été vus sur le terrain. Ça se traduit également par la mise à disposition de tous ces rapports et de tous ces livrables, puisqu'on ne s'arrête pas uniquement au rapport des enseignements. Vous allez avoir aussi des photos commentées, des études de cas, des QCM. Et tous ces éléments sont regroupés dans une mallette pédagogique du dispositif REX Bâtiment Performant, dont on vous mettra aussi le lien dans le chat. Et donc, tout au cours de l'année, vous allez avoir des nouveautés sur cette mallette pédagogique. Voilà ce que j'avais à dire pour la partie dispositif REX Bâtiment Performant. Ok, merci Samuel. Donc on va commencer la restitution des enseignements. Donc je le rappelle pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, n'hésitez pas tout au long des présentations à réagir ou à poser vos questions dans le chat, donc en cliquant sur le bouton converser. On essaiera soit d'y répondre par écrit, soit on prendra un temps entre chaque partie pour y répondre à l'oral. Donc, on commence cette matinée par une restitution de 4 enseignements sur l'isolation des rampants que je vais vous présenter. Pour commencer, il me semblait bien de présenter quelques éléments de cadrage. Donc, le premier, déjà, c'est de redéfinir le mot rampant, qui désigne les parties d'une toiture disposées en pente. Leur isolation permet, à la différence des combles perdus, l'aménagement des espaces sous toiture et donc l'augmentation des surfaces exploitables du bâtiment. Deuxième point, c'est de dire que dans le cadre du rapport, on s'est concentré sur des cas d'isolation par l'intérieur, car c'est ce qu'on a le plus observé sur le terrain. Ensuite, il est aussi important de spécifier qu'en fonction des travaux qu'on envisage et des matériaux existants conservés, les règles de l'art sont différentes et donc il est nécessaire de systématiquement se référer au texte technique des produits que l'on met en œuvre. Vous verrez, ça fait partie des bonnes pratiques qu'on cite régulièrement dans le rapport. Et enfin, quatrième point, c'est de dire que l'isolation des rampants peut remettre en cause l'équilibre hygrothermique existant des éléments sous couverture et des espaces sous toiture. Donc les travaux doivent être menés en ayant une bonne connaissance de l'existant, mais aussi des matériaux que l'on va mettre en œuvre, et ce vis-à-vis de 4 flux. Donc il y a l'air, les calories, l'eau et la vapeur d'eau. Et donc, on a essayé justement d'intégrer les problématiques liées à ces 4 flux dans les 12 enseignements présents dans le rapport. Donc là, vous voyez à l'écran les 6 thématiques qui sont liées à ces 12 enseignements. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ceux qui concernent l'étanchéité à l'air et la migration de la vapeur d'eau. Donc, avant de les détailler, il me semble important de préciser que l'étanchéité à l'air et la migration de la vapeur d'eau sont 2 principes physiques différents, mais pour autant, ils sont très souvent traités par le même élément. En effet, on a l'isolation et le plan d'étanchéité à l'air qui vont contribuer à limiter les transferts de l'air et des calories au travers de l'enveloppe et donc améliorer les performances du bâtiment. Mais le plan d'étanchéité à l'air, en fonction de ses caractéristiques et de sa résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, va aussi plus ou moins freiner, voire même bloquer la migration de la vapeur d'eau au sein de l'enveloppe. Donc aussi pour préciser la logique de présentation des enseignements qui sera finalement la même pour Frédéric et Pauline, et qui en fait est la logique que vous retrouvez dans les rapports 12 enseignements de la QC. Donc on part à chaque fois en fait d'une ou plusieurs non-qualités observées sur le terrain. Ensuite, on présente les impacts liés à ces non-qualités pour ensuite proposer soit des solutions correctives possibles liées à ces non-qualités ou bien justement des bonnes pratiques à appliquer. Donc, premier enseignement, il traite du choix du produit réalisant le plan d'étanchéité à l'air et sa mise en œuvre. Donc, on commence par un exemple où les rampants sont isolés par des panneaux de laine minérale qui disposent d'un surfaçage Craft. Et donc, deux constats de non-qualité sont identifiables sur cette photo. Donc, le premier, c'est que le surfaçage Craft est considéré à tort comme une membrane d'étanchéité à l'air.
De plus, on voit que le ruban adhésif qui est censé assurer la jonction entre panneaux est posé par-dessus les fourrures métalliques. Donc enfin, en tout cas, ces 2 points ne permettent pas d'avoir un plan d'étanchéité à l'air efficace et continu. Donc, l'absence d'un plan d'étanchéité à l'air efficace diminue la performance globale de l'enveloppe, mais il y a aussi la pose de l'adhésif par-dessus les fourrures qui crée de nombreuses fuites d'air. Donc, il faut retenir que quand on met en œuvre en fait, une enveloppe performante, toute fuite d'air engendre un passage important de vapeur d'eau et donc augmente le phénomène de condensation. Donc, les principaux impacts en fait, liés à cette mise en œuvre, c'est que l'isolant ou les pièces de charpente peuvent ainsi être humidifiées et cela peut conduire à leur vieillissement prématuré. Pour corriger cette mise en œuvre, il est possible de poser une membrane d'étanchéité à l'air en sous-face des fourrures, mais cette solution n'est pas idéale. Vous verrez, on abordera ce point lors de l'enseignement suivant. Donc, première bonne pratique, on voit donc que l'étanchéité à l'air est réalisée à l'aide d'une membrane d'étanchéité à l'air. On voit qu'elle est posée de façon continue et que les jonctions et les points singuliers sont traités avec de l'adhésif prévu à cet effet. Un contre-tassotage sera apporté ultérieurement pour fixer le parement intérieur. Donc on voit notamment que c'est le cas déjà sur les parois verticales. Deuxième bonne pratique, en fait, la membrane d'étanchéité à l'air, ce n'est pas l'unique moyen d'assurer une étanchéité à l'air performante du bâti. Il est par exemple possible de la réaliser avec des panneaux OSB, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Cependant, en fonction de l'isolant mis en œuvre, le plan d'étanchéité devrait être plus ou moins fermé à la vapeur d'eau. Par exemple, dans le cas d'une isolation en laine minérale, il est nécessaire de mettre en œuvre un plan d'étanchéité par ailleurs par vapeur, dont le rôle sera de bloquer le passage de la vapeur d'eau au sein de la paroi. Et donc, il est important, comme je le disais en introduction, de bien se référer aux règles professionnelles et notamment à l'avis technique de l'isolant qu'on met en œuvre pour le choix du plan d'étanchéité à l'air afin de s'assurer de leur compatibilité. Donc, pour conclure sur cet enseignement, bien que ce ne soit pas obligatoire, on préconise de poser un plan d'étanchéité à l'air pour améliorer la performance de l'enveloppe, et ce, même dans le cas où l'isolant dispose d'un surfaçage Craft. Et donc, pour être efficace et assurer la pérennité de l'ouvrage, ce plan d'étanchéité à l'air se doit d'être continu afin d'éviter toute fuite d'air. Une mise en œuvre soignée et précise est donc primordiale. C'est pourquoi on conseille de réaliser dès la phase conception un carnet de détails qui matérialise systématiquement le plan d'étanchéité à l'air. Second enseignement que je vous présente, donc il traite de la protection de la membrane d'étanchéité à l'air et de son positionnement vis-à-vis du parement intérieur. Donc sur cette photo de non-qualité, vous pouvez voir que la membrane d'étanchéité est collée sur les fourrures métalliques avec un adhésif. Et la plaque de plâtre, que vous pouvez voir ici, est ensuite vissée sur les fourrures métalliques. Donc le parement est en contact direct avec la membrane d'étanchéité. Dans cette configuration, la membrane est exposée à de nombreux percements, et ce, donc, lors de la pose du parement, ici une plaque de plâtre, lors du passage des gaines, mais aussi lors des aménagements intérieurs qui seront réalisés par les futurs utilisateurs qui vont certainement fixer des meubles, voire même des cadres, etc. Et donc chaque percement de la membrane, c'est un risque de création de fuite d'air, surtout si les percements ne sont pas traités. Ces fuites d'air diminuent la performance de l'enveloppe, mais augmentent également le phénomène de condensation au sein de l'enveloppe, comme on l'a vu lors de l'enseignement précédent. Donc cela peut conduire à un vieillissement prématuré des matériaux sous toiture, ainsi humidifiés. Donc, afin de limiter les impacts liés à la mise en œuvre de ce premier exemple, il est nécessaire de traiter l'étanchéité à l'air à chaque traversée de gaine et de sensibiliser les futurs utilisateurs à limiter les percements ou, lorsqu'ils en font, d'utiliser des chevilles spécifiques. Donc,
première bonne pratique à mettre en œuvre, donc on peut observer dans ce cas qu'un vide technique a été créé entre le parement intérieur qui n'est pas encore posé et la membrane d'étanchéité à l'air, et on peut voir que ce vide technique permet notamment d'y passer les gaines de ventilation, donc ici des gaines de ventilation double flux, et ce sans avoir à traverser la membrane d'étanchéité à l'air. Mais on peut aussi profiter de ce vide technique pour ajouter une couche d'isolation complémentaire entre le plan d'étanchéité à l'air et le parement intérieur. Et dans ce cas-là, il faut respecter la règle dite des 2/3, 1/3, qui permet en fait de limiter l'épaisseur de l'isolant complémentaire afin d'éviter tout risque de condensation entre la membrane et l'isolant complémentaire. On pourra revenir sur ce point si vous voulez dans les temps d'échange. Donc, pour conclure sur cet enseignement, on conseille de réaliser systématiquement un vide technique afin de protéger la membrane et de faciliter le passage des gaines. Et donc, l'épaisseur de ce vide technique peut être plus ou moins importante en fonction des réseaux à passer ou du complément d'isolation prévu. Donc là, on va passer sur les deux enseignements qui vont plutôt aborder la notion de migration de la vapeur d'eau au sein de la paroi, et donc notamment celui-ci qui traite des points de vigilance vis-à-vis des matériaux préexistants. Donc sur cette première non-qualité, on voit que l'isolant en fibre de bois a été posé en sous-face d'un produit mince réfléchissant non micro-perforé. On peut aussi noter qu'il y a un problème de continuité de l'étanchéité à l'air avec le dormant, mais ce n'est pas forcément ce constat qui fait l'objet de notre analyse ici. Autre non-qualité, on voit ici que l'isolant en fibre de bois a été posé en sous-face d'un pare-vapeur déjà en place. Dans les deux cas, que ce soit le produit mince réfléchissant non micro-perforé ou le pare-vapeur existant, ces deux matériaux ont une résistance à la diffusion de la vapeur d'eau. Le flux de vapeur d'eau peut alors être bloqué au sein de la paroi, et notamment dans sa partie froide, ce qui peut en fait provoquer de la condensation. Donc il y a un risque pour la durabilité de l'isolant et des pièces de charpente qui peuvent être ainsi humidifiées, et il y a aussi un risque de développement de pathologies. Dans les deux cas, il est nécessaire de déposer le nouvel isolant qui a commencé à être appliqué afin de retirer les matériaux fermés à la vapeur d'eau, ou bien de les lacérer de façon régulière, comme vous pouvez le voir justement sur cette illustration de bonne pratique, où le pare-vapeur existant a effectivement été lacéré avant la pose du nouvel isolant, et donc la vapeur d'eau n'est ainsi plus bloquée au sein de l'enveloppe. Donc pour conclure sur cet enseignement, il faut donc éviter que la vapeur d'eau se retrouve bloquée au sein de la paroi et notamment dans sa partie froide. Et donc pour cela, plusieurs bonnes pratiques sont à mettre en place. Donc, déjà, il est important de réaliser un diagnostic avant travaux afin d'identifier les matériaux existants, de juger de leur état, de la qualité de la mise en œuvre et de la compatibilité avec les travaux d'isolation envisagés. Dans le cas où c'est nécessaire, il vaut mieux déposer ces matériaux et remettre à nu la charpente avant de réaliser les nouveaux travaux d'isolation. On peut aussi réaliser une étude hygrothermique dynamique qui peut permettre de trouver des solutions. J'y reviendrai plus précisément dans l'enseignement suivant. Et enfin, on peut aussi justement limiter les transferts de vapeur d'eau au sein de la paroi en prévoyant déjà un bon renouvellement d'air des locaux afin d'évacuer la vapeur d'eau avant même qu'elle ne traverse la paroi, mais aussi en posant un plan d'étanchéité à l'air du côté intérieur du nouvel isolant. Et donc, en fonction de ces caractéristiques, le plan d'étanchéité sera plus ou moins fermé à la vapeur d'eau et donc limitera les transferts au sein de la paroi. Et donc, comme je le disais en introduction, pour rappel, il est important en fait, de se référer aux règles professionnelles et avis techniques des produits, et notamment des isolants mis en œuvre, pour s'assurer de leur compatibilité avec le plan d'étanchéité à l'air. Enfin, dernier enseignement qui traite de la migration de la vapeur d'eau, mais cette fois-ci vis-à-vis de l'écran de sous-toiture. Donc, on a une non-qualité où l'isolant en fibre de bois a été posé en sous-face
et au contact direct d'un écran de sous-toiture fermé à la vapeur d'eau. Les risques sont finalement similaires à l'enseignement précédent, puisque l'écran de sous-toiture fermé à la vapeur d'eau bloque le flux de vapeur d'eau dans la paroi froide de la paroi, ce qui peut provoquer de la condensation. Et donc, du coup, il y a un risque pour la durabilité de l'isolant et des pièces de charpente qui peuvent être humidifiées et un développement de pathologies. Deux solutions correctives sont possibles. La première, c'est de déposer et reposer l'isolant afin de conserver une lame d'air ventilée sous l'écran de sous-toiture. La seconde, c'est de réaliser une étude hygrothermique dynamique qui peut permettre d'identifier des solutions avec des matériaux hygroscopiques, un pare-vapeur hygrovariable ou même une membrane orientée. Deux bonnes pratiques sont possibles et dépendent des caractéristiques de l'écran de sous-toiture. Donc, si on a un écran de sous-toiture qui est peu ou pas du tout ouvert à la vapeur d'eau, ou bien qu'il est préexistant et qu'on ne connaît pas ses caractéristiques, dans ces cas-là, il faut conserver, lors de la pose de l'isolant, une lame d'air ventilée d'au moins 2 cm entre l'écran de sous-toiture et la première couche de l'isolant. Cette lame d'air, en fait, elle permet d'évacuer la vapeur d'eau et l'humidité qui seraient bloquées par l'écran de sous-toiture. Et donc, dans ce cas, on recommande de choisir des isolants semi-rigides à rigides qui permettront d'assurer en fait, l'intégrité de la lame d'air lors de la mise en œuvre, mais aussi dans le temps, donc en évitant que l'isolant se déforme, se comprime ou se tasse. Seconde bonne pratique possible, dans le cas où l'écran de sous-toiture est très ouvert à la vapeur d'eau. Dans ce cas, l'isolant peut être collé contre l'écran de sous-toiture. Donc vous voyez un récapitulatif des bonnes pratiques dont j'ai déjà parlé sur cette slide. En complément, ce qu'on peut noter, c'est qu'il reste nécessaire dans tous les cas de conserver une lame d'air ventilée entre les éléments de couverture et l'écran de sous-toiture pour évacuer l'humidité. Ce point fait d'ailleurs l'objet d'un autre enseignement présent dans le livrable, mais nous ne l'aborderons pas aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention. La présentation sur les rampants est terminée. Donc, on a 5 minutes pour éventuellement échanger. Donc, Samuel Dossé, je te redonne la parole pour éventuellement nous partager quelques questions ou bien porter des précisions. Oui, donc dans le chat, quelques questions qui ont déjà trouvé leur réponse pour certaines. Notamment une qui concernait sur la membrane par vapeur, est-elle obligatoire en rénovation, notamment vis-à-vis du DTU 4510 ? Et je crois, Morgane, que tu as déjà apporté pas mal d'éléments. Au-delà de ce qui est écrit dans le DTU 4510, on a aussi les avis techniques des produits qui vont mentionner si oui ou non la membrane par vapeur est obligatoire. Après, en membrane par vapeur, il n'y a pas que la membrane non plus pour faire cette étanchéité à l'air et puis aussi la gestion de la migration de la vapeur d'eau. Je ne sais pas si Samuel ou Jacques veulent apporter d'autres éléments sur cette question, sachant qu'il y a eu des choses. Une petite précision, hein, le 4510 ne concerne théoriquement que les laines minérales. Hein. Donc, sur les autres matériaux, théoriquement, alors ça peut servir de base évidemment pour les autres, mais non, le texte de référence, c'est l'avis technique du produit dans ce cas-là. Alors, je ne connais pas tous les détails de tous les avis techniques de tous les produits, mais qui peut être des fois différent par rapport à la norme, quoi. Et peut-être en ajout, oui, sur les avis techniques, en tout cas pour les produits qui se mettent en vrac ou en laine, en panneau, je ne connais pas de solution où on ne demande pas un pare-vapeur. Je dirais les rares solutions spécifiques qui sont sous avis technique où on ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'un pare-vapeur, c'est des complexes polyuréthane avec du métal, des bacs acier, voilà. Donc, mais pour un isolant courant, pour des isolants courants qui soient minéraux ou biosourcés qu'on utilise généralement rampant, je n'ai pas d'exemple où on ne demande pas la pose d'un pare-vapeur. Une autre question sur la pose des écrans de sous-toiture. Existe-t-il des solutions pour poser un écran de sous-toiture par l'intérieur sans découvrir la toiture ? Nous, dans les retours d'expérience REC BP,
on a eu des poses d'écran de sous-toiture par l'intérieur, mais qui finalement n'étaient pas là pour remplir leur fonction. Donc, quand on regarde le domaine d'emploi de l'écran de sous-toiture, ce pourquoi il est fait, là, en l'occurrence, c'était plus pour protéger l'isolant des infiltrations d'air, etc. Mais il n'était pas du coup posé au sens de son écran de sous-toiture, c'est-à-dire où on doit amener l'écran de sous-toiture jusqu'aux égouts. Puisque du coup, l'évacuation doit se faire jusqu'aux égouts. Et en intérieur, ça peut être compliqué. Donc, en théorie, oui. D'ailleurs, je crois qu'il y a une réponse dans ce sens. En théorie, oui. En pratique, ça va dépendre des configurations et ça peut être compliqué. S'il y a d'autres choses, d'autres éléments à apporter, Samuel ou Jacques, sur l'écran de sous-toiture par l'intérieur. Non, c'est bizarre comme pratique. Autre question ou des remarques, si on avait des retours sur des désordres liés aux produits réfléchissants en toiture. Dans les retours d'expérience qu'on a pu mener, puis même ceux précédents des années précédentes, j'ai envie de dire la remarque principale par rapport à notre sujet aujourd'hui, je pense que c'est la non-qualité dont Morgane a fait référence, c'est-à-dire le cas des produits minces réfléchissants qui ne sont pas perméables à la vapeur d'eau et qui sont conservés. Donc là, oui, si on rajoute de l'isolant, il peut y avoir un risque de condensation, mais il existe des produits qui sont ouverts à la vapeur d'eau aussi. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Sinon, n'hésitez pas à réagir par rapport à ces premiers éléments. J'en ai une autre solution technique pour la fixation des fourrures pour limiter les ponts thermiques ponctuels et éviter le percement du pare-vapeur. Donc ça fait l'objet d'un, voire deux enseignements dans le rapport quand on parle des ponts thermiques linéiques. Donc voilà, il existe des produits spécifiques pour avoir cette rupture de pont thermique avec des produits qui ne sont pas métalliques ou en tout cas qui ont une partie composite qui permet de casser ce pont thermique, ou autrement, on va être plus sur des solutions, des bonnes pratiques de mise en œuvre, notamment avec des couches croisées, etc., qui vont permettre de limiter ces ponts thermiques. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir sur le terrain. Alors, moi, je peux amener une réponse par rapport aux produits minces réfléchissants. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Ce qui a été ciblé, et Samuel Dossé l'a bien dit, ce qui a été ciblé là, c'est le fait que les produits minces réfléchissants qui seraient fermés à la vapeur d'eau, puisqu'il y en a qui sont micro-perforés, c'est le fait qu'ils soient gardés alors qu'on rajoute une isolation côté intérieur. Donc, c'est ça qui pose problème. Après, je ne pense pas que ce soit l'objet d'avoir une réflexion sur les produits minces réfléchissants, mais en tout cas, on sait qu'il y a un consensus là actuellement. On sait qu'ils ne suffisent pas à assurer la performance qu'on demande maintenant en isolation de toiture. Donc, une autre question qui vient d'arriver, pour éviter l'affaissement de l'isolant dans le temps, faut-il viser une certaine densité du matériau? Donc, idem, il y a un enseignement qui traite des ponts thermiques, notamment sur le fait d'avoir des isolants non jointifs ou des isolants qui ploient sur leur propre poids. Donc, deux choses peut-être à dire sur ce sujet. Oui, alors si on a choisi un mauvais produit qui n'a pas la bonne densité pour être mis en œuvre en rampant, ça c'est une non-qualité. Et l'autre non-qualité, ça peut venir aussi, même si on a mis le bon produit avec une bonne densité, des défauts d'étanchéité à l'eau ou autres qui vont, de la condensation, qui vont finir par alourdir le poids de l'isolant et qui va aussi potentiellement se tasser. Donc, il peut y avoir soit une origine extérieure avec un problème de dégâts des eaux ou autre, ou alors une origine parce qu'on a mis le mauvais produit en œuvre. Et peut-être une dernière question, parce que peut-être une précision pour Madame Jacolin par rapport au fait de lacérer le pare-vapeur. En fait, il ne faut pas le lacérer dans tous les cas. C'est s'il se situe en fait au sein de deux couches d'isolation qui ne respecteraient pas justement la règle des 2/3, 1/3. Mais dans tous les cas, effectivement, quand c'est nécessaire de mettre en œuvre un pare-vapeur, il faut le mettre du côté intérieur de la paroi et il faut bien sûr qu'il soit continu et non lacéré. Pour préciser ce point. Ok, peut-être ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation sur les parois verticales et éventuellement on pourra revenir sur les questions qui n'auraient pas été traitées
à la fin. Donc, juste Morgane, pour dire aux personnes qui sont sur le chat, puisque les questions arrivent là, qu'on peut tout à fait écouter et tchatcher. Ça veut dire que, entre autres, Jacques et moi, nous sommes ici pour échanger sur le chat. Donc, ce n'est pas parce que les questions n'ont pas eu réponse en live là qu'elles n'auront pas réponse en parallèle sur le chat. Tout à fait, effectivement. Alors, Frédéric, pardon, je vais départager mon écran. Et je vais te laisser prendre la main. Oui, alors je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Alors... Donc voilà, donc après l'isolation des rampants, nous allons parler d'isolation des parois verticales, donc des murs, avec quatre enseignements que je vais vous présenter. Donc juste pour revenir sur l'isolation thermique par l'extérieur, qui est communément appelée ITE, elle consiste à en isoler les façades d'une seconde peau. Elle présente l'avantage d'augmenter la performance thermique globale d'un bâtiment, sous réserve de respecter les règles de l'art pour garantir sa performance et sa pérennité. Donc l'ITE n'est pas nouveau, c'est une technique déjà existante et des points de vigilance ont déjà été relevés par la QC, notamment avec des guides du pôle prévention et du pôle observation de la QC. Donc les 12 enseignements là, qui sont présents là, ils viennent en complément de des guides déjà présents et portent sur les constats fréquemment observés lors des visites de bâtiments. Donc parmi les 12 enseignements là, présents dans ce guide, 8 traitent de la mise en œuvre de l'ITE. 4 en partie courante, 4 en présence de points singuliers, 3 portent sur la limitation des ponts thermiques et un enseignement sur la protection des isolants en phase chantier. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la fixation des éléments de façade, l'isolation des sous-bassements et des parties enterrées, l'isolation à l'interface ITE-ITI, et l'isolation en continu entre les menuiseries et l'ITE. Alors, le premier enseignement qui consiste c'est l'isolation des sous-bassements et parties enterrées en contact avec l'espace chauffé. Nous commençons par un exemple d'une maison individuelle. Donc là où ici, on constate l'absence d'isolation continue entre les parties courantes des murs et le sous-bassement. La rupture de continuité de l'isolant entre ces deux parties a pour conséquence de diminuer la performance de l'enveloppe, puisque ça génère des ponts thermiques à l'adhésion façade et dalle basse. C'est souvent lié à la méconnaissance des impacts du non-traitement de ce pont thermique et à un surcoût des travaux qui est dû à un terrassement, enfin au terrassement plutôt, et au recours des matériaux adaptés qui sont nécessaires à ce terrassement. Alors, cela peut aussi conduire à un vieillissement prématuré des matériaux côté intérieur, donc par condensation sur les surfaces non isolées, avec bien sûr un développement de moisissures possible et une dégradation des revêtements intérieurs. Pour corriger cela, il faut assurer la continuité de l'ITE, éviter l'humidité au droit des parties enterrées. Et là, la hauteur de l'isolation doit être suffisante pour traiter le pont thermique. Elle doit être de 30 à 40 cm sous le niveau de la dalle intérieure. Pour illustrer la bonne pratique, ici, les dalles de ciment de la terrasse ont été enlevées sur une quarantaine de centimètres pour permettre de décaisser le pourtour de la maison, donc et isoler les sous-bassements avec un isolant imputrescible. En l'occurrence, là, c'est du liège. Donc, le liège, il est adapté aux parties enterrées, car c'est un isolant qui résiste aussi bien à la compression des remblais, qui seront ajoutés par la suite, qu'à la pression exercée par l'eau. Encore un exemple de bonne pratique ici, on l'a décaissé, donc bien sûr le pourtour, et poser l'isolant en contact direct avec l'étanchéité. Toutefois, il faut veiller à fixer l'isolant par collage uniquement, pour ne pas percer l'étanchéité et permettre à l'eau de s'y infiltrer. Alors, pour conclure sur cet enseignement, donc on peut ajouter que pour les bonnes pratiques, il faut réaliser l'étanchéité des sous-bassements avec un revêtement adapté à sa nature, bien sûr.
Et ce traitement thermique du soubassement ne peut être assuré à l'intérieur, enfin à l'extérieur plutôt, étudier la possibilité de le faire par l'intérieur. Drainer si possible, donc, avec des panneaux isolants protégés par une nappe de drainage ou des panneaux isolants drainants directement. Et il faut aussi prendre en compte les déperditions dans une étude thermique afin de définir les besoins réels de chauffage. Alors, on passe au second enseignement, là, qui est d'assurer une isolation suffisante, donc à l'interface ITE, isolation par l'extérieur, et isolation par l'intérieur, ITI. Donc, sur cette photo, là, d'une façade de maison mitoyenne, on a une paroi isolée par l'extérieur ou un mur de refend isolé par l'intérieur n'est pas traité. C'est-à-dire qu'à la jonction de l'ITE et de l'ITI, il n'y a aucun retour d'isolant présent à l'angle intérieur. Donc cette configuration ITE et ITI est souvent le cas pour les maisons mitoyennes, mais ça peut être également le cas pour les maisons individuelles, qui peuvent être à proximité de sites classés, par exemple, où les travaux sont soumis aux ABF. Alors, dans cette configuration, il y a un point thermique important se crée à l'adhésion du mur isolé et du mur de refend, générant une perte de performance de l'enveloppe, entraînant également des risques de pathologie côté intérieur par condensation sur les surfaces non isolées. Et cela peut entraîner un développement de moisissures ainsi qu'une dégradation des revêtements intérieurs. Afin de limiter ces impacts, il est nécessaire de réduire le pont thermique en réalisant un retour d'isolant intérieur localisé au droit de l'angle. On va le voir sur la photo, là, donc sur la photo de bonne pratique. Donc on le voit, le retour, il est réalisé à l'intérieur sur une largeur de 60 cm de part et d'autre de l'angle, pour réduire ce pont thermique. Pour conclure sur cet enseignement, il est important de réaliser une étude préalable au chantier pour identifier et caractériser les points singuliers sensibles pouvant être source de perte de performance thermique et de désordre. Il faut également utiliser un isolant permettant d'atteindre la résistance thermique souhaitée pour limiter la perte de surface habitable et l'épaisseur visible du décroché. Troisième enseignement, qui est la fixation des équipements de façade, donc avec des systèmes adaptés thermiquement et mécaniquement. Donc sur cette photo-là, dans ce cas, on voit que, le collier de descente d'eau pluviale ont été posés avec une fixation classique, directement dans l'ITE. Les fixations ne sont pas traversantes et donc non conformes. Les origines de cela sont souvent dues au choix du système de fixation qui n'est pas adapté à une ITE. C'est également le surcoût du recours aux fixations spécifiques. Les principaux impacts de ces fixations est la création d'un pont thermique ponctuel au droit du percement de l'isolation, qui par la multiplicité de ces ponts thermiques peut représenter une perte globale importante pour la performance de l'enveloppe. Il y a également un risque pour la tenue mécanique de l'ouvrage dans le temps par déformation ou même arrachement. En solution corrective, donc, il est nécessaire d'utiliser des éléments de montage, de fixation et de système d'ancrage à rupture thermique, donc spécifiquement adaptés au type et au poids des équipements à poser sur un mur isolé par l'extérieur. Alors, sur cette photo donc, de bonne pratique, on a une descente d'eau pluviale qui est fixée avec des chevilles de fixation avec système de rupture thermique. Voilà, ce qui permet de supprimer le pont thermique. Pour conclure sur ces bonnes pratiques, il ne faut pas oublier de préciser dans les documents particuliers de marché l'obligation de l'usage de dispositifs de fixation à rupture thermique pour le montage de l'ensemble des éléments rapportés en façade ITE. On l'a vu dans cet exemple pour les descentes d'eau pluviale, mais également pour les garde-corps, les stores, les luminaires, voilà, etc. Il est également important de réaliser également une étude préalable de chantier pour identifier et caractériser les points sensibles. Dernier renseignement concernant l'ITE, c'est l'isolation continue entre les menuiseries et l'ITE. Donc, sur cette photo, on constate que le retour en tableau des menuiseries posées au nu intérieur des façades n'est pas isolé. Donc, lors de l'ITE, ils ne l'ont pas fait. L'isolation des travaux des fenêtres n'est pas prévue et ne sera pas réalisée.
On le voit, les nouvelles menuiseries sont déjà posées et ne permettent pas une réservation suffisante à la pose d'un isolant. Pardon. Les risques sont la création d'un pont thermique, bien sûr, hein, donc à la liaison de la menuiserie et du gros œuvre. Donc, ça entraîne un point froid avec des risques de pathologie intérieure, donc par condensation également, qui peut entraîner salissure, développement de moisissure, et ainsi qu'une perte de performance de l'enveloppe et des risques de défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau. Deux solutions correctives sont possibles là. Dans ce cas, c'est assurer la continuité de l'ITE en isolant les tableaux de baie, utiliser des isolants ébrasés, donc en épaisseur pour limiter la perte d'apport de lumière naturelle. On peut également utiliser un super isolant comme les isolants sous vide ou je crois l'aérogène de silice qui sont performants des 1 ou 2 cm. Donc en bonne pratique, là on a l'exemple sur cette photo, on voit bien, il y a bien un retour d'isolant autour de la menuiserie, donc il n'y a pas de discontinuité d'isolant. En bonne pratique complémentaire, donc il est important d'identifier les différentes possibilités de traitement en fonction de la position des menuiseries dans l'encadrement et de leur état, d'isoler les retours en tableau de baie lorsque les menuiseries existantes étant en bon état et conservées, de poser des menuiseries neuves au nu extérieur du mur support et dans le plan de l'ITE lorsque la menuiserie existante n'est pas conservée. Donc ça, c'est idéal car dans ce cas, il n'y a pas besoin d'isoler les tableaux, il n'y a pas de pont thermique. Et il faut éviter donc les points durs entre ITE et dormant de la menuiserie pour désolidarisation avec un profilet de raccordement souple où on peut mettre aussi une bande de mousse imprégnée. Voilà, pour la partie ITE, j'en ai fini. Je vais repasser la parole à Morgane. Oui, Samuel, peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu as pu repérer des questions Alors, il n'y a pas eu pour l'instant d'échange ou de questions dans le chat sur ce sujet. Peut-être juste rappeler que pour ce rapport sur l'isolation thermique par l'extérieur, il a été fait un choix d'orienter le sujet plus sur le volet thermique. Donc, on était vraiment sur le sujet de la rénovation et de voir les impacts des non-qualités qu'on a pu voir sur le terrain, plus sur le volet thermique, sachant que tout ce qui était mise en œuvre et volet technique, vous pouvez retrouver des documents. Il y a notamment un focus ITE qui avait déjà été fait par l'AQC, dont Frédéric a parlé aussi, qui pointe vraiment les non-qualités standards sur l'ITE, sur des défauts de mise en œuvre. Là, on a vraiment voulu axer le travail sur le côté performance énergétique, pont thermique, ce qu'on a vu là. Pour terminer sur les petits points que je voulais ajouter, ce rapport, il n'est pas encore disponible. Il va être disponible dans les prochaines semaines. Il faut savoir qu'il y a toujours eu des étapes de validation et puis de recherche aussi d'illustration, puisqu'on peut voir des non-qualités, mais on n'a pas toujours l'illustration qui va bien. Donc là, c'est toujours un gros travail pour nous de trouver l'illustration qui vous parlera le mieux. Donc voilà, il sera disponible d'ici quelques semaines. Donc pareil, vous pouvez soit vous inscrire à la newsletter de la mallette pédagogique qui vous permet de savoir quand est-ce que les documents sortent. Donc ce sera valable aussi pour le rapport que Pauline va vous présenter quelques enseignements. C'est des rapports qui vont être disponibles très prochainement. Voilà, je regarde s'il y a d'autres. Oui, alors du coup, ma question, c'était sur les isolants qui sont pour les tableaux de fenêtre là, très fins. Vous avez parlé d'aérogène, de silice et de quoi d'autre? Enfin, c'était quoi exactement? C'était aussi des isolants sous vide. En fait, c'est des isolants sous vide. Donc, comme on le sait, l'isolant qui isole le plus, c'est l'air enfermé. Donc, ce sont des isolants qui ont une résistance thermique très élevée pour justement pouvoir être mis en partie où il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir les mettre. Je ne sais pas si Samuel a pardon, sur les isolants à vide, par contre, il faut qu'ils soient très bien calpinés puisque on ne pourra pas les recouper. Hein, donc, il faut. C'est vrai que par rapport à des contraintes chantier en rénovation, ce n'est pas forcément évident pour être sûr exactement. Enfin, voilà, ça nécessite une étude bien approfondie dès le départ, quoi. Voilà. En dehors de l'aspect prix qui va être un autre problème et que je ne connais pas là. Tout à fait. Donc, ce que dit Jacques, pour compléter, c'est c'est la réponse que j'allais apporter aussi. Nous, en termes de retour d'expérience, on a eu très, très peu de mise en œuvre vue sur le terrain.
Après, ce n'est pas exhaustif à nos visites non plus, mais là où on les a vus mis en œuvre, notamment c'était sur un projet qui visait le niveau passif, oui, c'est clair que c'était la grosse question du calpinage, puisque par principe, hein, pour ces isolants-là, il ne faut pas qu'ils soient percés, donc il ne faut pas qu'ils soient découpés. Donc, voilà, question du calpinage est la priorité. Oui, peut-être un petit complément. Quand on parle du calpinage, on parle bien des isolants sous vide. Et les isolants sous vide, ils sont assez impressionnants puisqu'on fait le vide et on est beaucoup plus isolant que l'air. Et donc, on arrive à avoir des lambdas qui descendent à 0,004 à 0,008. Donc, on est grosso modo presque 10 fois plus isolant qu'un isolant basique. Après, pour les systèmes d'aérogel sous silice, disons, avec aérogel de silice, il existe différents systèmes et je pense que le système qu'a cité Frédéric Moub, qui se met en pourtour de baie, c'est en fait de la fibre de verre qui emprisonne de l'aérogel et là on a un lambda de 0,018, donc on est encore très performant par rapport aux isolants classiques, mais beaucoup moins performant que les isolants sous vide. Mais c'est vrai que ce sont des produits qu'on appelle les super isolants qui permettent de commencer à avoir une vraie isolation dès quelques centimètres. Il y a des questions sur l'humidité et les remontées capillaires. C'est pas facile de répondre. On peut pas avoir une réponse générique. Je pense que il y a les remontées capillaires, il y a aussi tout ce qui est rejaillissement en bas de mur. Donc chaque cas est différent, et doit être traité en fonction à la fois du support, de qu'est-ce qui se passe en termes de sol, etc. Donc il est impossible malheureusement de faire une bonne réponse, quoi. Voilà. L'étape de diagnostic sera, on le remet souvent, hein, ça paraît un peu commun comme réponse, mais elle est fondamentale sur ces sujets-là, clairement. Il y avait une autre question, alors plus une question produit, on va dire, polystyrène gris, très utilisé en ITE, sensible aux UV, pourtant très rarement protégé sur les chantiers. Quelles conséquences? La conséquence principale, c'est qu'on a ça c'est des choses qui ont été constatées, que vous pouvez retrouver dans le focus ITE, c'est que ça conduit à un farinage en fait du support et du coup à des problématiques d'adhésion de l'enduit au support. C'est essentiellement ce qui est le plus remonté sur les REX que l'on a et sur l'étude focus ITE qui a été faite. Donc, on a quelques protections, j'ai en tête sur un dernier projet qu'on a visité, on avait une protection, un filet un peu plus dense en termes de maille que ce qu'on peut voir auparavant qui était mis sur l'échafaudage pour protéger cet isolant. Et puis aussi, en bonne pratique, on peut avoir des choses en termes de phasage des chantiers quand on a des ITE sur des bâtiments collectifs d'assez grande ampleur. On a un phasage des travaux entre le moment où on pose le parement, enfin l'isolant, et où l'enduit vient enfin, au moins la première couche d'enduit vient le protéger. Voilà, il y a un phasage qui est très important et qui peut être bien réalisé. C'était notamment le cas sur le dernier projet que j'ai pu voir, où voilà, il y a un avancement qui est fait en commun et qui avait été très scrupuleusement respecté. Et peut-être pour répondre à la question de Nicolas Rable sur les volets roulants, c'est un point dur là encore. C'est un point dur à traiter, hein, qui est, encore une fois, c'est presque à chaque cas. Mais c'est vrai que le couplage ITE, position de fenêtre, volet roulant, esthétique, n'est pas évident à traiter. Hein, voilà. D'autant plus qu'on n'a pas l'expérience des Allemands qui mettent très peu de volets roulants, quoi. Voilà. Par rapport pour revenir aux isolants, aux super isolants qu'on a cités tout à l'heure, le sous-vide et l'aérogel de silice, il y a une question qui a été posée là, est-ce que l'isolant sous-vide est adapté aux murs en pierre? Il faut simplement savoir que l'isolant sous-vide est totalement fermé à la vapeur d'eau, puisque c'est un isolant qui est empaqueté dans une membrane qui fait le sous-vide, donc qui est à base d'aluminium, donc qui est complètement fermé à la vapeur d'eau. Et l'aérogel de silice est très ouvert à la vapeur d'eau. Donc, on ne va pas rentrer plus dans le détail, mais en tout cas, l'un et l'autre,
des deux isolants qu'on a cités dans les super isolants a un comportement opposé. Ils ont un comportement opposé l'un à l'autre, et donc il y en a un qui est adapté là où les matériaux très fermés à la vapeur d'eau peuvent avoir leur place, et l'autre qui est sans doute à mettre en œuvre avec une membrane dans certains types de mise en œuvre, parce qu'il est très ouvert à la vapeur d'eau. Et sur ces problèmes de vapeur, pour la question de M. Guillaumin, là, sur le bâti ancien qui nécessite une ITE particulière, bah, si vous utilisez des ITE en polystyrène, bah, c'est très très fermé. Hein, donc c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un mur qui est plutôt perspirant, que ce soit pierre, terre crue ou tous ces matériaux anciens, c'est vrai qu'on a plutôt envie d'avoir des choses ouvertes, quoi. Voilà, moi, personnellement, je pense qu'on prend des risques. Je ne dis pas que c'est impossible et que ça ne va pas marcher, mais on prend des risques probables à utiliser de l'ITE polystyrène, quoi. Voilà. Et moi, mes préconisations, c'est effectivement plutôt des isolants biosourcés qui vont être a priori plus compatibles, quoi. Mais je ne dis pas que ça ne marche pas, sinon. Hein, voilà. Alors, je vous propose qu'on continue les échanges dans le chat et de passer la parole à Pauline Lefort pour la partie sur les planchers bas. Alors, il faut que je me remette, j'ai un petit peu perdu une fenêtre. Là. Excusez-moi, alors là, j'arrive pas à la retrouver. C'est l'effet du direct, hein, ça marchait très bien tout à l'heure. Oh là là, ça y est. Vous voyez bien de mon écran ou pas? Alors là, on voit ton PowerPoint, mais qui n'est pas en plein écran. Donc, il faut peut-être que tu cliques... ouais, c'est le problème d'habitude. Ok. Je suis un peu perdue là parce que... Ok. Okay. Excusez-moi. Ça marche là? Ça marche pour nous, ouais. Ah, c'est bon, je vois tout le monde. Et mes diapos et l'écran, parfait. Bien, donc on va maintenant passer, comme tu le disais Morgane, à la présentation de quelques enseignements concernant l'isolation des planchers bas. Alors pour commencer, je vais faire, comme mes précédents collègues, quelques éléments de cadrage. Donc qu'est-ce qu'on entend déjà par plancher bas? Donc il s'agit d'une paroi, donc cette fois-ci horizontale, dont seule la partie supérieure va donner sur un local chauffé. Et le sous-sol peut être de différents types. Donc, on peut avoir un plancher bas directement sur terre-plein, ou bien sur un vide sanitaire, ou bien sur des locaux de type cave ou garage, qu'on va appeler local non chauffé, et également sur des éléments qui vont donner directement sur l'extérieur, avec des porte-à-faux, des porches, des espaces ouverts. Donc, voilà. Alors, en général, il est intéressant d'isoler le plancher bas, à la fois pour des questions de confort, parce que évidemment, on va avoir des sensations de parois froides et qui vont être d'autant plus ressenties que le reste de l'enveloppe sera correctement traité d'ailleurs. Et puis également, bien sûr, pour éviter les déperditions et les surconsommations énergétiques, puisque on va avoir un flux de chaleur qui va aller du volume chauffé vers le volume non chauffé, et donc on va perdre des calories. Alors, on a tout à fait conscience que dans certains cas, sous certains climats, il est important de conserver l'inertie soit du sol, soit du tampon, et que dans ces cas-là, ça peut être pertinent de ne pas isoler le plancher bas. Mais le rapport se focalise justement sur les cas où il est nécessaire et important d'isoler ce plancher bas. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, donc évidemment qu'il existe différentes façons de procéder à cette isolation du plancher bas. Donc soit on peut intervenir par au-dessus du complexe de plancher ou de dalle. Donc, ça va être plutôt une isolation sous chape. Soit on peut intervenir par en dessous, donc ce qu'on va appeler une isolation en sous-face. On peut avoir des types d'isolation mixtes, avec une partie au-dessus, en dessous. Enfin, il y a tout un tas de configurations possibles. Là, le rapport va se focaliser également dans le cas où on peut le faire on s'est focalisé uniquement sur le cas où on peut le faire en sous-face. Bien sûr, le choix de la technique d'isolation va dépendre de tout un tas de contraintes,
notamment l'accessibilité des locaux, que ce soit la partie hauteur sous plafond des locaux habités, que ce soit l'accessibilité par exemple du vide sanitaire, tout un tas de choses comme ça. Également, évidemment, l'importance des travaux, quand on a besoin de refaire des sols ou pas. La cohérence aussi avec les autres types de travaux de l'enveloppe, comme on a pu voir précédemment. On peut faire des isolations par l'intérieur, par l'extérieur, etc. Donc, il y a tous ces sujets qui vont entrer en ligne de compte. Voilà, donc nous, dans le rapport, on se focalise sur le cas où on peut isoler le plancher et on le fait en sous-face. Troisième point et dernier point, c'est qu'il existe différentes techniques ou produits ou types d'isolants pour faire cette isolation en sous-face de dalle. Moi, j'ai rencontré toutes ces techniques-là sur le terrain. Les plus courantes, cependant, sont la projection d'isolant, donc le flocage par en sous-face, hein, ou des panneaux rapportés qui sont plutôt des panneaux rigides. Voilà. Mais on peut également avoir, pourquoi pas, des panneaux semi-rigides avec des parements qui vont faire faux plafond, des insufflations dans des caissons, etc. Donc là, le rapport se focalise sur aucune technique particulière ou aucun type d'isolant particulier, ce n'est pas l'objet ici. Alors, au niveau du rapport, on va avoir un certain nombre, donc 12 enseignements, hein, comme tous les rapports, qui vont traiter donc, un enseignement sur l'isolation, la mise en œuvre de l'isolation en partie courante, 4 enseignements qui vont davantage se focaliser sur la façon de limiter les ponts thermiques, ensuite 4 enseignements liés en particulier à la présence de points singuliers, et donc à des difficultés à faire une isolation continue. Et ensuite, vous avez 2 enseignements qui vont gérer plutôt l'humidité et puis le risque incendie. Donc là, tout de suite, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 2 enseignements qui concernent la limitation des ponts thermiques. Un qui va concerner justement la gêne liée à la présence de réseaux en sous-face de dalle, et un sur la migration de vapeur d'eau pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a vu précédemment notamment. Oups, pardon, je vais un petit peu vite. Alors, le premier enseignement, il s'agit de vous présenter la façon de limiter le pont thermique. Ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Frédéric. La façon de limiter le pont thermique entre l'isolation du plancher bas d'un côté et l'isolation des murs lorsqu'ils sont isolés par l'extérieur. Donc là, on a une photo où l'isolation du plancher bas, donc la photo de gauche, elle s'arrête exactement au droit du mur extérieur, au-dessus des grilles de ventilation. Et en fait, si on va de côté extérieur, sur la même façade, on voit que l'ITE s'arrête au même niveau. Donc cela va générer un pont thermique important juste en dessous du nez de dalle de ce plancher bas. Alors on peut imaginer que la cause, c'est que ce pont thermique, soit il a été oublié en phase conception dans sa gestion, soit sûrement aussi parce qu'on sous-estime donc l'importance des déperditions engendrées par ce pont thermique. Après, il peut aussi y avoir d'autres cas, hein. Ça peut être des problèmes de coordination entre les différents lots, une absence de carnet de détails précisant la façon de réaliser ce point singulier, etc. Donc l'impact de ce type d'absence de traitement de pont thermique, ça va être justement des déperditions plus importantes. Donc un pont thermique qu'on appelle donc linéique, hein, à cette jonction mur extérieur plancher bas, et des risques de condensation et des moisissures qui peuvent se développer côté local chauffé, du coup en pied de mur. C'est des choses qu'on peut voir assez fréquemment, malheureusement. Alors l'action corrective, si on se rappelle donc la photo qu'on a vue, donc il faudrait déjà se positionner dans le cas où on est dans une ITE qui est correctement réalisée en continuité, donc sous-bassement en continuité de la partie courante, donc avoir une ITE qui redescend correctement. Et à ce moment-là, il y a moyen de traiter ce pont thermique au niveau du plancher bas en créant une retombée d'isolant d'au moins, au moins 30 cm, on va le voir tout à l'heure, donc côté intérieur. Et quand on a des ouvertures, comme on a pu le voir sur les photos, avec des grilles de ventilation, donc soit on arrive à rabaisser ces grilles de ventilation, ou si ce n'est pas possible, le cas échéant, donc créer un cadre dans l'isolation, comme on le ferait pour n'importe quelle ouverture sur d'autres types de parois. Donc, voyons une photo de bonne pratique maintenant. Donc, on voit sur cette photo que l'isolation du plancher bas a été renforcée en haut de mur par une retombée d'isolation. Et ce que l'on peut, pour vous indiquer un petit peu l'importance du pont thermique, donc ça c'est un schéma qui est extrait des recommandations professionnelles RAGE qui traitent justement de l'isolation en sous-face des planchers bas par des panneaux rigides notamment, et qui nous indique que quand on fait une retombée de 30 cm, donc à condition bien sûr que cet isolant soit en continuité avec l'isolation du plancher bas, on peut réduire le pont thermique de plus de 45%. Donc ça nous montre que ce n'est pas négligeable. Alors c'est pris pour des simulations
les valeurs sont calculées pour le cas d'un plancher en béton de 20 cm, voilà, courant. Donc 45% de réduction possible à travers le traitement de ce pont thermique. Et la bonne pratique, on le voit également dans ce schéma, hein, ça va être du coup de concevoir cette isolation par manchonnage, c'est-à-dire, comme on l'a dit, hein, d'un côté, s'assurer que l'ITE redescende correctement en dessous du plancher bas, et comme on l'a vu précédemment avec Frédéric, de s'assurer qu'à ce moment-là, on va utiliser un produit qui sera adapté à l'isolation en pied de façade, et en partie enterré si c'est nécessaire. Et côté intérieur, du coup, de créer également une retombée d'au moins 30 cm en continuité de l'isolation du plancher bas. Bien entendu, dans les bonnes pratiques, ce que l'on peut recommander, c'est de réaliser des carnets de détails qui soient précis, à la fois en phase conception et en phase de réalisation, pour s'assurer qu'une fois sur le chantier, ce point de détail soit correctement traité. Maintenant, je vous propose de passer sur un enseignement qui peut se rapprocher un petit peu, puisqu'on parle encore de pont thermique, qui est un cas très très courant, hein, que j'ai rencontré fréquemment, que ce soit à la fois sur du logement collectif ou de la maison individuelle, et quelles que soient les techniques, hein, qu'on soit sous de la projection ou du panneau rapporté. On isole correctement la dalle plancher bas en sous-face, du coup, mais on n'isole pas les poutres structurelles de ce plancher. Et là, vous voyez avec le thermogramme, de façon très claire, les déperditions engendrées par l'absence d'isolation de ces poutres. Et justement, le dégradé au niveau de justement la hauteur qu'on peut recommander. On peut également noter sur ce thermogramme la présence de ponts thermiques ponctuels au niveau des fixations des panneaux, donc par cheville, où on peut supposer dans ce cas-là qu'il n'y a pas eu de système de rupture pont thermique. Et effectivement, c'était des chevilles métalliques dans ce cas. Donc là, les impacts, ça va être la création là aussi de ponts thermiques, comme on l'a vu, et du coup, une performance thermique de la paroi qui va être moindre que celle qu'on avait prévue, parce que souvent, on considère que la paroi a une certaine performance sans forcément prendre en compte et de façon correcte ces ponts thermiques, dans les calculs en tous les cas. Donc la solution corrective, ce qu'on peut préconiser, c'est d'isoler ces poutres, bien sûr. Donc si c'est possible sur leurs trois faces, si ce n'est pas possible, puisqu'on a parfois des problématiques de hauteur sous plafond, notamment dans les garages, on va le voir sur la photo suivante, à minima d'isoler les retombées de poutres. C'est déjà ça de gagner. Donc une photo de bonne pratique pour vous montrer, donc, dans le cas d'un logement collectif là, de garage, hein, de solution assez classique d'isolation par flocage. Donc là, on voit le cas où les poutres ont pu être isolées sur leurs trois faces. Donc, dans les bonnes pratiques, c'est vraiment lors de la visite préalable aux travaux, et notamment dans le cas des maisons individuelles à proprement parler, ça va être de repérer éventuellement les différents supports, quand c'est des supports différents qui nécessitent d'être isolés pour pouvoir choisir à la fois la technique et le produit d'isolation qui soit le plus adapté. Ça coule de source, mais d'anticiper aussi tout ce qui est matériel et temps nécessaire pour isoler ces parties-là et ne pas isoler simplement la dalle. Et puis enfin, comme bonne pratique générale qui reste valable pour tous les enseignements, hein, c'est de toute manière d'intégrer les ponts thermiques qui n'auront pas pu être traités dans le calcul de la performance thermique globale de la paroi. Et là aussi, les recommandations professionnelles RAGE nous donnent des chiffres sur le gain qu'on peut avoir en isolant la retombée des poutres sur plus ou moins de hauteur. Donc voilà, là, on peut les réduire de plus de 40%. Voilà, dans les conditions qui sont indiquées je vous ai mis la référence là. Donc, comme l'a précisé Samuel Dossé, hein, de toute manière, dans chaque enseignement, on a une petite partie sur les textes de référence qui s'appliquent à ce que l'on préconise. Donc voilà pour les ponts thermiques. Là, je vous propose de passer sur un troisième enseignement qui est complètement différent, qui va être plutôt tout ce qui va être la gêne occasionnée par tout ce qui est fixé à la dalle qu'on souhaite isoler. Donc vous avez une première photo, vous voyez bien que, bon là, celle-là, elle est un petit peu collector, mais où l'isolant est vraiment posé un petit peu comme on peut, avec tous les éléments qui vont gêner. Donc là, c'est les éléments de fixation d'une porte de garage basculante. Mais vous avez également des pièces de bois qui sont fixées à la dalle, qui gênent la réalisation continue de l'isolation. Un autre cas où vous êtes vous avez une chaufferie avec une chaudière et vous avez les tuyaux de transfert en granulés de la chaudière qui sont fixés à la dalle, qui n'ont pas été déposés préalablement aux travaux d'isolation. Donc vous voyez que l'isolant est interrompu par ces tuyaux. Du coup, on n'a pas une isolation continue de la dalle. Donc là aussi, les impacts, hein, création de pont thermique par interruption de cet isolant à chaque obstacle, et du coup, non atteinte de la performance thermique qui était prévue. Donc là, ce que l'on peut recommander dans ces cas-là, c'est
de décrocher tout ce qui peut l'être au niveau de la dalle pour y installer des systèmes de fixation déportés. Alors, dans la mesure du possible, d'utiliser aussi des systèmes avec des rupteurs de pont thermique, hein, pour pouvoir ensuite raccrocher ces éléments en dessous des panneaux isolants ou du flocage. Et puis de combler donc, les interstices qu'on aura créés par de l'isolant de même nature et de même épaisseur dans la mesure du possible. Quand ce n'est pas possible, même si l'épaisseur de l'isolant est moindre, en tous les cas, de ne pas laisser la dalle nue. Un exemple de bonne pratique, ça va être, donc, pour revenir sur l'histoire de la porte de garage. Vous voyez dans ce cas-là qu'elle a été fixée en dessous des panneaux d'isolant, donc on a une continuité de l'isolation. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est que le système de fixation qui a été utilisé pour fixer cette porte de garage lui-même n'est pas un rupteur de pont thermique. Donc on va quand même avoir un pont thermique ponctuel, mais qui sera quand même bien moindre que ce que l'on avait tout à l'heure avec des gros jours, comme on a pu le voir. Un autre cas, donc c'est un décalage de luminaire dans un parking avant de faire le flocage de la dalle béton. Donc là aussi, ça permet de pouvoir projeter en continu sur toute la surface de la dalle l'isolant. Et là aussi, on peut reprocher que le système métallique de déport de fixation de luminaire soit assez basique et qu'on pourrait utiliser un système avec rupteur de pont thermique. Mais en tous les cas, c'est pour montrer l'idée de déporter tout ce qui peut l'être au maximum en amont des travaux d'isolation. Donc, c'est évidemment ce que l'on recommande dans les bonnes pratiques. Donc, préalablement au devis, hein, de faire une visite et d'aller constater, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, de choisir la technique d'isolation qui va être la plus adéquate avec la configuration. D'ensuite de prévoir dans le devis tout ce qui va être travaux de libération du support à réaliser préalablement à l'opération d'isolation, ce qui est pas forcément fait, hein, notamment dans le cas des maisons individuelles, on peut s'en douter, et de prendre en compte là aussi tous les éléments qui ne pourront pas être dévoyés parce qu'il y en aura pour qui ça sera trop complexe, trop cher, etc. En tous les cas, de prendre en compte ces éléments dans le calcul de la performance thermique globale de la paroi. Et le jour de l'intervention, on ne peut que conseiller donc à l'entreprise qui va faire l'isolation de ne pas réceptionner le support si celui-ci n'a pas été libéré comme prévu. Voilà, on a aussi des cas, je ne l'ai pas noté là, mais par exemple dans des caves de logement collectif, si vous ne libérez pas tout ce que vous stockez aussi dans votre cave et qui va gêner physiquement le passage des entreprises, elles ne vont pas intervenir. Il faudrait que ce soit un petit peu la même chose quand on a toutes ces gaines, tous ces réseaux qui ne sont pas dévoyés, que l'entreprise ne puisse pas faire son travail correctement, ça paraît assez logique. Mais c'est vrai qu'en rénovation, c'est un petit peu complexe. Voilà, donc après, le dernier enseignement, c'était tout ce qui concerne migration de vapeur d'eau. Donc on en a là aussi préalablement parlé pas mal avec Morgane. Donc là, c'est vous montrer deux photos de non-qualité, hein, dans lesquelles on voit que il y a eu un pare-vapeur ou un frein-vapeur qui a été mis en plus de l'isolant et qui a été positionné côté froid. Donc là, ce sont des choses qui se sont rencontrées davantage en maison individuelle ou même petit collectif. La problématique, on peut supposer que l'origine du problème vienne d'une transposition d'une technique qu'on utilise justement sous les rampants, sauf que là, on se situe dans la situation inverse, hein, puisqu'on intervient depuis le local froid. Et puis, on peut voir aussi que dans ce cadre-là, la membrane a été rajoutée aussi pour maintenir en place l'isolant. Voilà, donc la problématique qu'on va avoir là, c'est qu'on va bloquer donc, le flux de vapeur du côté froid de la paroi, donc entraîner potentiellement une humidification de cet isolant et de façon prolongée, ce qui va bien sûr diminuer la performance thermique de la paroi et qui va surtout engendrer également des risques de durabilité, à la fois pour l'isolant et pour le plancher du fait des condensations, quel que soit évidemment si c'est un plancher bois, mais également de la corrosion pour des éléments métalliques. Voilà. Et puis, on peut aussi, dans les impacts, s'apercevoir dans quelques temps des développements de moisissures sur la face extérieure du revêtement. Donc, ces sujets ne sont pas forcément très, très simples à aborder, mais ce qu'on peut, dans les solutions correctives, vraiment, on peut conseiller d'enlever cette membrane qui va être fermée à la vapeur d'eau et qui est présente du côté froid de la paroi, ou à minima de la perforer sur l'ensemble de sa surface. Donc, un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure pour les rampants. Et si sa fonction, comme on l'a vu là, c'était de maintenir l'isolant, à ce moment-là, de la remplacer par quelque chose, donc une membrane, un panneau qui va être très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau. Donc là, c'est un petit peu difficile d'illustrer ça avec une photo prise sur le terrain. Donc là, c'est plutôt un petit schéma pour vous montrer que finalement, ce qu'on peut recommander, c'est soit de laisser l'isolant nu, voilà, côté froid, on ne met pas de membrane, ou alors, si on doit en mettre un panneau, une membrane qui soit très ouvert à la diffusion de vapeur d'eau.
Et dans l'ensemble des bonnes pratiques qu'on peut citer, donc, sauf bien sûr si l'avis technique nous dit qu'on peut s'en affranchir et qu'il faille mettre quelque chose, on peut conseiller de façon générale de bannir tout ce qui est éléments fermés à la vapeur d'eau entre l'isolant et le volume non chauffé. Ensuite, afin de limiter tout ce qui va être flux de vapeur à travers la paroi, donc évidemment correctement ventiler l'espace habité. Là aussi, évidemment, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler, il faut en amont de traiter toutes les causes d'humidité qui vont entraîner une humidité excessive ou anormale dans le complexe de plancher, donc traiter tout ce qui va être fuite d'eau, remontée capillaire majeure, etc. Et dernière chose, bien sûr, de bien ventiler, mais ça, c'est afin de tenir compte des conditions hygrothermiques, hygrométriques plutôt particulières du local, que ce soit un vide sanitaire ou un local non chauffé, de bien ventiler ce local-là. Donc ça fait l'objet d'un autre enseignement que je ne développe pas aujourd'hui. Et puis, comme on l'a vu peut-être aussi tout à l'heure, ça a été des sujets de discussion dans le chat, hein, de toute façon, en fonction là aussi des conditions hygrométriques du local, de choisir des matériaux dont le domaine d'emploi correspond à ces conditions-là, puisqu'on est dans des volumes non chauffés qui sont particulièrement là en sous-sol ou ou en paroi proche du sol, qui sont des éléments souvent humides, voilà, des locaux souvent humides. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes 4 enseignements. Vous retrouverez la suite évidemment dans le rapport quand celui-ci sera publié dans quelques temps. Et maintenant, j'ai plus accès au chat, mais je vais y retourner. Je te relaisse la parole, Morgane, et puis je vous laisse, qui va bien pour répondre à vos questions sur ce sujet-là ou sur l'ensemble des sujets qu'on a déjà vus tout à l'heure. Voilà, merci pour votre attention. Pauline, donc je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont fait l'objet de réponses déjà dans le chat. Samuel, est-ce que tu en as identifié certaines sur lesquelles tu voudrais revenir? Oui, alors peut-être une sur puisqu'elle est revenue de manière assez récurrente sur le volet incendie. Juste donner 2 éléments de réponse parce que ce sera vraiment du cas par cas et puis ce serait courir à des localités que de donner des réponses toutes faites. La première, c'est déjà de voir la destination du bâtiment, puisque du coup la réglementation incendie elle sera différente en fonction de la destination du bâtiment. Et la deuxième bonne pratique, ou en tout cas le chemin pour aller vers des bonnes pratiques, c'est par rapport aux produits que vous allez utiliser, de vérifier leur domaine d'emploi, que ce soit dans les avis techniques ou autres éléments techniques des produits. Il est indiqué dans le domaine d'emploi du produit, dans quelle situation on peut l'utiliser ou pas. C'est valable pour le volet incendie, c'est valable aussi pour les conditions hygrométriques du sous-sol ou de la cave, puisque Pauline elle vous a parlé de la partie migration de vapeur d'eau par rapport à l'isolant, mais il y a aussi les conditions de la cave, et du coup, il y a aussi dans les domaines d'emploi des matériaux, jusqu'à quelle hygrométrie, par exemple, on peut les utiliser dans certaines pièces. Donc ça, je pense que c'était intéressant de le parler sur le Samuel, incendie. je peux rajouter un élément quand même là-dessus. Oui, bien sûr. Attention quand même à ne pas croire que des laines minérales, par exemple, qui sont supposées être très bonnes par rapport à l'incendie, le fait, par exemple, de mettre des borniers non protégés et d'isoler par-dessus, c'est pas parce qu'on met un isolant, ça peut créer des problèmes quand même d'incendie, quoi. Hein, voilà, hein, des problèmes de condensation qu'on peut avoir dans le bornier. Donc, c'est pas parce qu'on utilise un isolant non inflammable qu'il faut s'exonérer notamment de la mise aux normes de tout ce qui est électrique, quoi. Voilà. Je dis ça parce qu'on le voit quand même dans l'isolation à 1 euro, là, où on a des malfaçons qu'on a pu identifier avec la QC. Là. Ouais, tu as raison d'en parler. Ça me permet de rebondir sur ce sujet-là. Au-delà des isolants non inflammables, il y a la question des pièges à calories. On peut le voir aussi bien en toiture, mais aussi dans les caves quand il y a des traversées de plancher par des extractions de fumée, enfin des conduits d'extraction de fumée. Ça, on va travailler sur cet enseignement notamment. Et il y a entre autres un des cas de figure qui n'est pas satisfaisant au regard des bureaux d'études thermiques, puisqu'il ne permet pas de traiter le pont thermique, puisqu'on demande un écart au feu pour par exemple des conduits maçonnés qui ne sont pas étubés. C'est-à-dire qu'il y a un écart au feu qui ne peut pas être comblé par quelque isolant que ce soit. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-là, on peut traiter l'étanchéité à l'air par des plaques métalliques, etc. Il y a des produits qui existent. Par contre, même si avec des isolants non inflammables, on ne peut pas traiter ces endroits-là. Donc, il y a des sujets comme ça qu'il faut bien avoir
en tête. Et du coup, il y a un enseignement sur la partie isolation des rampants qui traite de ce sujet, et il y aura un enseignement sur le rapport plancher-bas qui traitera aussi de ce sujet-là. Dans les autres questions que j'avais mis de côté, notamment des questions sur le flocage. Donc, j'ai envie de répondre un petit peu de la même manière. En fait, dans les domaines d'emploi de ces produits, il est indiqué le type de support, la préparation des supports, jusqu'à quelle épaisseur on peut aller en fonction des différents supports. Donc, tout ce qui est réseau, etc., il n'y a pas de flocage possible sur ce type de dispositif. Donc, encore une fois, surtout en rénovation, on tombe sur un nombre incalculable de situations. Donc, pas prendre le risque de répondre généralement, mais en tout cas, il y a les réponses qui sont apportées dans les domaines d'emploi des produits. Et effectivement, là-dessus, Samuel, ce que je peux rajouter, c'est que les recommandations professionnelles RAGE le précisent bien qu'aucune canalisation, chemin de canalisation ou tuyauterie ne peut recevoir de projection directe d'isolant conformément aux avis techniques de ces techniques d'isolation. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Et ensuite, de faire attention, tout ce qui va être équipement électrique, puisque ça a été dit aussi, de toute manière les protéger pour ne pas les encapsuler incorrectement dans un isolant. Alors, je tiens à préciser, parce qu'il y avait une petite réaction là-dessus aussi, que oui, en rénovation, ça va être beaucoup plus complexe évidemment qu'en neuf, et tous ces passages de réseau vont gêner l'isolation. Il y a plusieurs enseignements qui traitent de ce sujet-là dans le rapport. Donc, il y en a un, ça va être qu'est-ce que dévoyer dans la mesure du possible les réseaux qui peuvent l'être. Ensuite, ça va être d'essayer de les encapsuler si c'est possible, tout en maintenant des accès évidemment aux vannes et tous les mécanismes de manœuvre de ces réseaux, et d'encapsuler donc ces réseaux dans l'isolation. Et si ce n'est pas possible, et notamment pour les éléments traversant la dalle, là ça va être d'avoir une isolation qui va épouser au maximum ces éléments-là pour réduire le pont thermique. Ça va être, on va dire, les trois façons de procéder. Alors moi, et c'est là l'intérêt d'avoir plusieurs personnes qui répondent. En tout cas, j'ai été impressionné par un nombre. En France, 500 000 sinistres déclarés du fait de fuites dans les canalisations. Donc pour moi, des travaux d'isolation et des travaux de réhabilitation sont l'occasion de revoir les circuits, et souvent de toute façon les besoins ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est pas du tout évident que le circuit qu'il faudra au final pour un bâtiment qui sera, parce qu'il sera isolé, sera 5 ou 10 fois plus facile à chauffer. Donc pour moi, la pose d'une isolation est une occasion pour repenser les systèmes et de fait éviter de les encastrer. Sinon, dans les questions, il y a une question sur les ponts thermiques pour les isolations de combles non aménagés, la pose d'un pare-vapeur ou pas pour les combles non aménagés. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, puisqu'on parle de l'isolation des rampants, mais il y a un document qui a été déjà fait par l'AQC là-dessus. Donc, rendez-vous, Samuel va peut-être mettre l'adresse ou confirmer, mais en tout cas, il y a un document qui porte là-dessus. Ça dépend des situations. Le besoin d'un pare-vapeur dépend des situations. J'ai répondu sur le chat là-dessus, OK. En faisant référence au 4511. Voilà. Et puis une question de Nissaf par rapport aux impacts environnementaux. Je dirais les travaux qui sont menés là ont vraiment l'approche sinistralité, risque de malfaçon. Donc, je dirais ces sujets-là n'ont pas été traités dans le cadre de ces études, de ces retours d'expérience. Ok, je pense qu'on a traité un peu toutes les questions. Sinon, n'hésitez pas à continuer de converser dans le chat. Et donc, comme je le disais en introduction, en fait, cet événement est partenaire du MOOC Rénovation performante porté par l'Arcan et l'ASDER. C'est d'ailleurs peut-être par ce biais que vous êtes arrivé ici aujourd'hui. Et donc, je vous propose une rapide présentation de ce MOOC. Et donc, je passe la parole à Samuel Courget qui va vous le présenter. Ouais, donc je fais un partage d'écran, je reprends. Est-ce que ça marche ?
Alors, pour le moment, on n'a pas ton plein écran, mais ça devrait… Voilà, donc ça marchait tout à l'heure, donc je suis dans la même situation que Pauline tout à l'heure sur les essais fonctionnaient tout à l'heure. Donc je refais le partage écran, donc je choisis le bon écran. Alors, pour les personnes qui ont des éléments autres. Hop. Juste que tu te mettes en plein écran, Samuel. Ok. En projection, je veux dire, en mode projection. Je pense que c'est voilà, c'est parfait. Ok, très bien. Voilà, mais c'est ce que j'avais fait, mais très bien. En tout cas, rapidement, hein, puisque j'ai vu l'heure, donc je vais être hyper rapide. En tout cas, simplement pour présenter le fait que deux structures associatives qui sont l'ASDER et l'association Arcane ont créé en 2017 un MOOC, rénovation performante sur les clés qui présentent la réhabilitation, en tout cas les clés pour réussir une réhabilitation énergétique. Alors, MOOC, c'est quoi? C'est un terme anglais qui veut dire Massive Open Online Cours. C'est des formations en ligne gratuites sur Internet. Donc, ce MOOC fait partie des nombreux MOOC qui sont installés sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Donc, si ce type de formation gratuite en ligne vous intéresse, n'hésitez pas à taper sur Internet MOOC Bâtiment Durable et vous avez tout au long de l'année des dizaines de MOOC de formations qui vous sont proposées. Alors, ce MOOC, c'est un MOOC chapeau sur la réhab. Donc, l'objectif, c'est que ça amène toutes les bases qu'on doit maîtriser pour réussir une réhab. Alors là, simplement, d'autres logos sont arrivés. C'est pour vous dire qu'on n'a pas fait ce MOOC seul. Voilà, il y a eu les financeurs. Là, par exemple, il y a eu le programme Pacte et l'ADEME pour la création du MOOC. Et actuellement, ce qui nous permet de mettre le MOOC en ligne, c'est l'ADEME et les régions Normandie et la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, par rapport à ça, tout un tas de supports. Il y a les cours, des vidéos, donc des personnes qui sont filmées en train de faire des cours. Il y a des petits dessins animés, des vidéos animées, vidéos streaming qui sont proposées, des interviews, des quiz, des exercices, et puis un forum. Ça veut dire tout un panel qui vous propose en finalement 6 semaines à raison de 1h30 à 2h, 2h30 par semaine de suivre cette formation. Et tout est séquencé pour que ça puisse être suivi en temps de 20 minutes. C'est-à-dire, si vous avez que 20 minutes des plages de 20 minutes par 20 minutes, vous pouvez suivre cette formation. Elle a été proposée aussi pour ça. Alors, il y a 6 semaines. La première semaine, c'est une grosse intro pour expliquer ce qu'est la réhab énergétique aujourd'hui. Après, les semaines 2, 3, 4, donc vraiment le cœur de la formation, c'est quelles sont les solutions techniques qui nous permettent de réussir une réhabilitation énergétique. Et puis, les semaines 5 et 6, c'est vraiment des réflexions sur les métiers, sur le devenir des métiers, les bénéfices, les opportunités pour un professionnel à se lancer sur ce projet-là, sur ces projets de rénovation ambitieuse, performante et ambitieuse. Alors, simplement, c'est une formation, donc il y a des quiz notés, et à partir du moment où vous avez au minimum 70% de réponses justes, vous aurez une attestation en fin de formation. Alors, qui s'inscrit? Tout un tas d'acteurs, une majorité de professionnels du bâtiment. Et une chose intéressante, c'est que les gens qui suivent ou les gens qui décrochent, finalement, les gens du bâtiment ne décrochent pas plus que les autres, quel que soit leur profil, qu'ils soient artisans, chefs d'entreprise, compagnons, archi ou ingénieurs. Donc, on est arrivé à embarquer pas mal de monde. En tout cas, il y a eu 26 000 inscrits depuis la première édition. Alors, les retours, ça, on est assez fiers puisqu'on demande à la fin, on a un questionnaire, on demande aux gens de donner des notes et sur 6, on a une moyenne de 5,2. Donc, une majorité d'acteurs donne 5 et sinon 6. Et puis, dans les taux de satisfaction, on est encore plus fiers de nous puisqu'il y a 98% de personnes qui sont soit satisfaites, soit très satisfaites. Alors, j'avais prévu là une petite vidéo, mais vu le temps qu'il est, je ne vais pas vous la proposer, mais en tout cas, vous avez les liens, vous aurez les liens
pour suivre cette vidéo et les suivantes, en tout cas enregistrées sur Internet. Il y a ce teaser qui donne des retours d'expérience, donc c'est les personnes qui avaient suivi la première session du MOOC qui étaient enthousiasmées, et on a fait un petit film par rapport à ça. Et sinon, sur Internet, vous avez un exemple de cours, un exemple de vidéo scribing, donc un petit dessin animé qui explique les principes là, de la performance des bâtiments. Vous avez un exemple d'interview. Et puis, il faut savoir que chaque session de MOOC est accompagnée de rendez-vous physiques. Depuis le Covid, c'est un peu pauvre. Depuis la Covid, depuis 1 an, c'est un peu pauvre par rapport au rendez-vous physique, mais je dirais, on espère bien reprendre tôt ou tard. Alors, simplement une chose, si jamais vous êtes intéressé pour suivre cette formation gratuite, dépêchez-vous. Ça fait 2 mois, 3 mois même que les inscriptions sont ouvertes et les inscriptions finissent ce soir à minuit. D'accord, donc si potentiellement vous êtes intéressé, vous tapez MOOC bâtiment durable et vous regardez la feuille qui présente le MOOC rénovation performante sans perdre de temps, puisque dans 24 heures, ce sera trop tard pour poursuivre tout ça. Donc, j'avais un quart d'heure, je pense avoir fait en 5 minutes, donc pas avoir trop abusé du temps et de votre temps, puisqu'on est tous pressés de passer à autre chose. Mais en tout cas, je vais laisser Morgane et Samuel conclure tranquillement cet événement. Oui, merci beaucoup Samuel, c'est parfait. Donc effectivement, pour conclure, je vais à mon tour repartager mon écran. Voilà, normalement c'est bon pour vous. Donc pour aller plus loin, comme on l'a déjà dit au cours du webinaire, il y a le rapport 12 enseignements sur l'isolation des rampants qui est déjà disponible en ligne, et donc Camille va vous mettre le lien dans le chat. Restez attentifs pour les rapports sur l'isolation des parois verticales et des planchers bas qui devraient être publiés ces prochaines semaines. C'est aussi important je me permets de préciser en fait que ce n'est pas la première fois que nos centres de ressources collaborent avec la QC. Donc il y a déjà un certain nombre de rapports, notamment liés au bâti ancien ou à la rénovation, et donc notamment aussi le rapport sur les combles perdus isolés par soufflage dont parlait Samuel tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller les consulter soit sur le site de la QC, soit sur le site de nos centres de ressources. Vous pouvez aussi noter la date du 6 mai, puisqu'en fait, l'AQC organise un cycle de webconférences qui propose justement une restitution des 10 rapports qui sont faits dans le cadre de profil. Donc la prochaine webconférence sera sur la ventilation double flux en rénovation. Dans tous les cas, je vous remercie à tous d'être venus, votre participation dans le chat, c'était très intéressant. Merci beaucoup aux intervenants également. Et bon appétit et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Jacques et Samuel. Merci, Salut. Merci à tous. Au revoir à tout le monde, merci beaucoup.